Si tu veux des enfants un jour, cet épisode est pour toi. Parce qu'un couple sur 5 est infertile en France et on n'y est pas préparé. Alors on va parler de faire des bébés, de sexe et de tabou avec l'autrice de cette BD géniale qui a mis 7 ans à faire un enfant. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde et qui rayonnent. Chaque semaine, je reçois un invité écolo ou féministe pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Marie Dubois pour parler d'infertilité avec cette BD que j'ai lue par hasard et que j'ai adorée, Un bébé si je peux. Salut Marie. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. Donc, tu es autrice de BD et comme je disais, tu as mis 7 ans à faire un enfant. 7 ans, c'est long. 7 ans de galère et de montagnes russes, comme tu dis, au pays de l'infertilité. Que tu racontes dans cette BD très drôle, Un bébé si je peux. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu mélanges l'intime, donc on va parler d'amour, d'angoisse, de honte, mais aussi de scandale, de santé et de féminisme. Parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte, mais l'infertilité, c'est devenu un énorme problème de société avec un couple sur 5 qui est infertile en France, quoi. Ok, c'est parti. Du coup, on va resuivre ton histoire chronologiquement au fil de l'émission. Et donc, au tout début, comme tout le monde, tu sais pas que tu es infertile. J'imagine que tu décides de faire un enfant, vous arrêtez la contraception et let's go, quoi. Enfin... Oui, absolument. Ça, comme tout à chacun, on se motive. Il y a le moment où on se dit bon, t'es sûr, on y va, et puis hop, on jette la pilule à la poubelle, un moment un peu solennel, et puis on a l'impression qu'on va tomber enceinte directement parce Ouais, que comme par magie. Comme par magie. Et puis vu qu'en tout cas pour moi, ça faisait presque plus de 15 ans que je prenais la pilule, que j'étais passée par toutes les phases, genre je l'ai oublié, mon Dieu, je vais tomber enceinte, je vais pas pouvoir continuer mes études. Enfin, on a toutes Ouais. pas mal cette pression quand même de la charge mentale de la contraception, qui fait que on a toujours eu ça, donc du coup dès qu'on l'arrête, on a l'impression que paf, ça va venir, quoi. Il y a un peu ça. Moi, j'ai adoré parce que ça rassure, ça déculpabilise et ouais, c'est un monde auquel on connaît absolument rien et du coup, ça permet d'y voir plus clair. Qu'on soit en train d'essayer d'avoir des enfants comme toi, c'était le cas, ou qu'on envisage d'en avoir un jour. À mon avis, c'est quelque chose que tous les couples devraient être sur lesquels ils devraient être informés. Et d'ailleurs, comme d'habitude, du coup, je vous fais gagner la BD de Marie. Donc, pour participer, dis-nous un truc que tu retiens de cet épisode, soit en commentaire YouTube, soit en story Instagram, en nous taguant Pierre Pinchevel et Marie Dubois. Et voilà, je ferai gagner la BD comme d'hab. Et du coup, effectivement, tu disais que vous essayez d'avoir un enfant, sauf qu'après 6 mois, il se passe rien. Et le gynéco, il vous dit, oh, vous êtes jeune, à 30 ans, ça va venir. Mais tu t'écris, il faut optimiser les rapports sexuels et la période d'ovulation. Ça veut dire quoi, du coup? C'est du sexe sur commande. Ce soir, j'ovule, chérie, là, faut qu'on fasse l'amour, quoi. Ouais, ça finit par ressembler à ça, effectivement, le sexe sur commande. Au bout d'un moment, on se dit bon, on va quand même essayer d'aider un petit peu la nature, donc il faut repérer la période d'ovulation qui dure environ 4 jours dans un cycle. Okay. Donc déjà, il y a des choses très très charmantes, à savoir, moi on m'avait conseillé la prise de température, donc ça, en tout cas pour le syndrome que j'avais, ça ne servait en plus strictement à rien parce que moi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui fait que j'ovule peu ou mal, et des périodes qui varient énormément. Donc, ouais. Et donc, en gros, ça veut dire se mettre un petit thermomètre dans les fesses le matin avant même de mettre le pied à terre. Ça, Sympa. c'est la recommandation. Ah oui, c'est même parce que t'expliques que la température augmente légèrement au lendemain de l'ovulation. Voilà, c'est pas, il y a une explication scientifique quand même, mais c'est sûr que c'est pas très agréable. Donc après, on se facilite la vie, on va acheter des tests d'ovulation. Et qui doivent coûter C'est pas ça. gratuit non plus, quoi. C'est ça. Donc on se retrouve à acheter en gros sur internet des kilos. Je vais en prendre 50 d'un coup. Là, ça va me coûter moins cher. On va lancer un business. C'est ça. C'est un énorme business. Ouais, je vais montrer cette image effectivement en moteur et action où effectivement tu peux limite avoir l'impression d'être dans un film porno parce que du coup t'es tellement en mode en fait c'est maintenant qu'il faut qu'on l'impulsion d'avoir envie de faire l'amour est complètement tu perds le romantisme forcément. Oui, ça commence à abîmer un petit peu l'intimité du couple. C'est sûr que parfois après une journée de merde, comme on dit, Ouais. où tout ne s'est pas bien passé, et tu rentres le soir T'as et pas tu envie, fais quoi. c'est maintenant, etc. Ouais. Donc ouais, c'est une sorte de violence quand même. C'est la première violence effectivement qu'on va subir quand on est infertile. C'est déjà de devoir
plus ou moins pas se forcer, mais Bah ça y si. ressemble quand même, hein, clairement. Et à chaque fois, du coup, surtout, bah, méga déprime à chaque fois que tu as les tests de grossesse négatifs, quoi. Oui, bah, là, c'est les règles qui arrivent parce que j'ai même pas le temps, de d'avoir le doute d'être enceinte à cette période-là, Ouais. Et au bout d'un an, du coup, ton gynéco, il vous dit, au détour d'une phrase apparemment, «Par rapport à votre problème d'infertilité», et vous, ça vous fait un énorme choc, pardon, parce que, bah, ouais, vous avez bah, jamais entendu ce mot, quoi. oui et puis on s'y attend pas déjà et puis il y a aussi que jusqu'à présent, elle avait un discours très bienveillant, très rassurant Oui, vous sur, êtes jeune, ça «Vous va êtes jeune, aller. ça va aller». À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 28 ans, donc effectivement, c'est jeune, quoi, pour OK. et Et là, tout d'un et coup, donc ouais, tu dis, ouais, c'est tu ça. bascules dans la Bon, bah, quand catégorie, même, yaourt voilà. périmé. Oui, du jour au lendemain, on t'explique en fait et tu as passé une frontière invisible, et avec un mot, que tu connais pas, tu sais pas du tout ce que ça veut dire, et d'un seul coup, ouais, tu as une sorte de vertige, Ouais. assez grand. Mais c'est vrai que selon les critères de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, au bout d'un an, de d'essai infructueux, on est considéré comme, infertile. Et c'est quoi, du coup, la différence avec la stérilité? Infertile, c'est tu peux avoir des enfants, mais c'est, compliqué pour, une raison ou une autre. Ouais. Il y a plein de formes d'infertilité différentes. Et stérilité, c'est que vraiment, de manière physiologique, tu es en incapacité de pouvoir, Ouais. voilà, soit donner la vie pour les hommes, soit de la porter pour les femmes. OK. Donc du coup, vous faites un bilan d'infertilité et là, tu es diagnostiqué, tu as des ovaires paresseux. J'ai jamais entendu ça et pourtant ça touche une femme sur 10, quoi. Tu peux nous Ouais. raconter? Ah ouais, tout à fait, bah, du coup, le bilan de fertilité, donc bah, pour l'homme, c'est juste un spermogramme. Bon, c'est pas marrant à faire, voilà, faut quand même aller se Oui. masturber au labo, mais on voit rapidement s'il y a un souci. Pour la femme, c'est plus compliqué, donc du coup, on fait plein de prises de sang, machin, d'examens plus ou moins douloureux et invasifs. Et moi, ça s'était terminé du coup par une observation à l'échographie, de voir un peu comment mon ovulation fonctionnait. Et OK. là, l'échographe me sort, «Madame, il semblerait que vous ayez des ovaires paresseux». Et donc du coup, j'étais là: «Mais ça existe vraiment? C'est vraiment un un terme scientifique?» C'est un terme, voilà, qui est en tout cas utilisé par les scientifiques. Mais le syndrome exact, ça s'appelle le syndrome, des ovaires Mmh. polykystiques. Donc SOPK pour les intimes. SOPK, exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, en gros, tous les c'est riche en follicules, on a plein de follicules, c'est un peu la fête, mais ils essayent tous de grandir en même temps et normalement, il y en a un qui prend le dessus et qui finit par être, voilà, tout beau, tout gros et à être ovulé et c'est une belle ovulation. Et moi, généralement, ils essayent tous de jouer des coudes et à la fin, ils sont tous crevés. Il y en a plus aucun qui veut sortir ou alors quand il sort, il est vraiment dans un état donc c'est ça, SOPK. Donc c'est en ça où c'est de l'infertilité parce qu'il y a moyen que ça fonctionne, mais c'est rare, quoi. Ouais. Et en plus, tu te dis: «Là, c'est clair, c'est pas mon mec le problème, c'est moi, quoi». Du coup, il y a toute la culpabilité Oui, qui va avec, quoi. Sachant que pour info, absolument. c'est statistiquement, c'est aussi souvent, l'homme que la femme dans un couple, hétéro qui est infertile, quoi. Absolument. Ouais, c'est un des domaines où la parité est totale. Wouhou. Alors pour l'origine, ils savent pas donc du coup, c'est là où aussi on commence à flipper quand ton ou ta gynéco t'explique, bah, on sait pas trop d'où ça vient, mais que bon, on va essayer de prendre la main sur les hormones pour faire fonctionner le corps, Et effectivement, toi, là, on va raconter ton parcours, notamment parce que tu vas très vite arriver au pays de la PMA, mais il y a plein de formes d'infertilité différentes. Il y a de plus en plus d'endométriose, par exemple. Ça peut être effectivement la cause, du côté du mec avec pas assez de spermatozoïdes ou qu'ils sont pas assez mobiles ou ou ils ont une tête, un peu bizarre et du coup, ça féconde pas bien les ovules. Enfin voilà, il y a plein de formes d'infertilité, donc ça rajoute encore plus de l'obscurité dans tous les parcours qui peuvent exister, quoi. un cas d'infertilité sur 4 qui reste, inexpliqué, donc ça fait pas mal quand même Ouais, de doutes. ouais. Et du coup, tu arrives au pays de la PMA. Donc dans la BD, j'adore parce que tu en parles, comme d'un jeu vidéo avec des vies où du coup, tu as 2 parcours possibles avec, que tu expliques avec, d'un côté, l'IA, l'insémination artificielle, heu
Donc j'explique rapidement, on t'injecte du sperme dans l'utérus le jour de l'ovulation et tu as 15% de réussite. Et de l'autre côté, la FIV, la fécondation in vitro, où on féconde des ovules en labo avant de te les transférer dans l'utérus. Et là, tu as 20% de réussite. Sauf que dans les deux cas, effectivement, toi, tu parles de vie un peu comme Super Mario parce que tu n'as que droit à 6 et 4 tentatives pour l'un et pour l'autre. Et après, tu n'es plus remboursé. Et comme c'est 1 500 € l'insémination et 4 000 € la tentative de FIV, enfin, ouais, tu t'as pas la pression, quoi. Enfin, Ouais, il y a plein de pression et il y a la pression effectivement financière parce que voilà, c'est quand même ça devient vite des grosses sommes d'argent. Déjà qu'il faut aller voir le ou la gynéco souvent et que c'est déjà assez cher en soi. ouais. Et puis effectivement, on se dit quelle est la meilleure stratégie par rapport à ça. Et puis il y a la pression aussi donc du temps tout simplement parce que pour moi j'étais relativement jeune. Oui, on se retrouve avec une vraie pression et moi c'était mon cas. Je me disais quelle stratégie adopter, quelles sont vraiment mes options. Et donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à vraiment enquêter entre guillemets sur la PMA et le monde de l'infertilité, quoi. Ouais, parce que j'imagine que t'es complètement paumé, t'as zéro info, il y a 100 000 clichés et mythes autour de ça. On va en parler après des blocages inconscients c'est dans la tête. T'as toutes les maladresses, peut-être qu'on en parlera aussi si on a le temps, des violences médicales et tous les acronymes. Enfin, genre, tu dois vraiment avoir l'impression d'être parachuté dans un truc où, toi, c'est peut-être ton désir le plus profond d'avoir un enfant et en fait, tu prends des décisions sur des bribes d'infos et ouais, t'es dans le noir complet, quoi. Ouais, c'est assez flippant et puis les infos sont assez dispersées aussi. On en trouve un peu sur internet, tu en as un peu via voilà le gynéco, mais il y avait jamais j'allais dire de plan d'ensemble un peu pour Ouais. voir vraiment les. Et donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu faire cette bande dessinée parce qu'au fur et à mesure j'avais tellement récolté d'infos que je me suis dit bon là on va tout bien expliquer pour que ça puisse aider ceux et celles qui débarquent là-dedans quoi, qui sont paumés. C'est un vrai vertige existentiel même du personnel déjà et puis aussi pour le couple. À un moment presque au bout de certains temps on peut même aller jusqu'à dire à l'autre écoute pars fais des enfants sans moi en Mm. gros il y a aussi il y a un peu toutes ces phases-là, quoi. Bah oui, parce qu'au début, tu sais pas dans quoi tu t'engages et En même temps, du coup, c'est un bon moyen aussi voilà, tester la de voir. solidité. Ouais, il y a de ça, Oui. hein. Non, parce qu'il y a aussi beaucoup malheureusement, de couples qui se séparent après la première naissance. Ça, c'est des stades qui bougent pas trop. Oui, Parce que c'est vraiment un grand chamboulement, en fait, un enfant. ouais. Enfin, ouais, c'est quand même. Donc là, au moins, quelque part, Le on a le crash temps test. de. C'est un peu un crash test par rapport à ça, ouais. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à pas s'éloigner et se perdre, notamment vis-à-vis du désir initial qui était le fait de vouloir fonder une famille Mm. par amour au début. Donc, Oui, alors que là, ça devient très médicalisé et administratif. Et effectivement, ouais, il y a ce côté. Ouais, ça peut être très, très cher, même si en France, on a de la chance que ce soit remboursé par la Sécu. Et encore, c'est que avant 43 ans, si la femme a moins de 43 ans. Mais ouais, selon ton milieu socio-économique, ça peut coûter un bras, quoi. certains déjà s'arrêtent en disant non mais c'est pas naturel, j'imaginais pas avoir un enfant comme ça et déjà ça peut faire Ouais. une première fêlure dans le couple. Après il y a la deuxième étape qui peut être la filiation génétique, de comment on imaginait faire famille et voilà. Donc on prend du coup les ovocytes d'une mère donneuse D'une qui peut donneuse, être ouais. anonyme ou pas, ce qui pose d'autres questions aussi éthiques, C'est ça, d'autres on rentre prises dans de des tête. problématiques éthiques en fait Ouais, aussi. Autant de représentations personnelles de la famille que effectivement des questions politiques et éthiques et c'est ça qui était assez fascinant, c'est que tout se croise, les problèmes intimes sont politiques aussi. ouais, ouais, ouais. Meilleure punchline Mmh. dans cette émission, effectivement. Et du coup, vous choisissez l'insémination. Donc concrètement, c'est surtout beaucoup de paperasse, de rendez-vous médicaux et surtout des piqûres d'hormones, si j'ai bien compris, dans le ventre tous les jours pour stimuler tes ovaires dits paresseux. Donc en gros, tu es shooté aux hormones, donc tu pleures, tu déprimes, tu t'énerves facilement, tu dors peu. Et en fait, à chaque mois, c'est les montagnes russes, quoi. Enfin, tu es plein d'espoir, enfin, vous êtes plein d'espoir, vous stressez et après, vous êtes triste parce que tu pas formé d'ovules, je sais pas comment on dit exactement, quoi.
Oui, il y a pas d'embryon qui s'est formé. C'est comme lancer des dés, hein, on essaye en gros. Puis au début, on est vraiment en mode bon élève, c'est-à-dire forcément, on élimine tous les toxiques qui sont mauvais pour les gamètes. Donc, t'arrêtes de boire, t'arrêtes de fumer, tu arrêtes de faire un peu la fête parce que ça fatigue. Enfin, Ouais. donc tu deviens une sorte comme ça. Déjà d'autres personnes. Il y a aussi ça qui change. Déjà qu'on se pose des questions, en tout cas pour moi, sur ma féminité, sur tout ça. Enfin, Oui. genre j'arrive pas à faire des enfants, quel genre de femme ça fait de moi. Enfin, il y a un peu déjà une transformation identitaire. Mm. Et en plus de ça, tu changes toutes tes habitudes pour pouvoir avoir le meilleur chance que ça réussisse. Donc tu changes aussi. Il y a toute ta vie en fait qui est transformée petit à petit sans que tu l'aies genre même voulu ou souhaité. C'est vraiment une glissade en fait. On passe de vous êtes Ouais. infertile à toute ta vie change, même t'as du mal à t'éloigner de ton lieu d'aller en vacances ou quoi que ce soit parce que tu dis bah non, on sait jamais si ça tombe à ce moment-là, il faut que je sois prêt à réagir. Enfin, il y a vraiment une transformation, un bouleversement Mais total j'ai pas quoi. signé, quoi. Et puis tu sais pas combien de temps ça va Oui, durer, quoi. ouais, ça c'est vraiment le truc le plus dur, je pense, parce que quand on te dit bon bah écoute, t'en as pour 3 ans à ce rythme-là, mentalement tu te prépares, enfin, Ouais. et là il y a vraiment effectivement, tu dis c'est quand le bout du tunnel, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, là, la première étape, c'était que tu arrives à créer des ovules. Oui, enfin exactement, qu'il y en ait un beau qui se forme bien, etc. Donc pendant 10 jours effectivement je me pique, c'est alors pour se le figurer, c'est des sortes de petits stylos avec une mini aiguille au bout. Ok. Et puis voilà, on tourne la molette pour se connaître, enfin mettre le dosage qui est nécessaire. Et Ouais. puis après, voilà, on se pique et on appuie comme un critérium le bout du stylo pour que le Ouais. produit s'injecte. Donc déjà c'est un geste qui est assez étrange. Moi j'ai l'impression de me faire harakiri quoi, parce que tu tiens ton bout de gras de ventre et t'es là genre 1, 2, 3 et paf. Donc on peut aussi être aidé par une infirmière si vraiment on n'y arrive pas, et être aidé par son compagnon Mm. déjà ou sa compagne en premier lieu. Et puis ouais, comme tu disais, on passe par des états émotionnels assez intenses qui fait que bah on parlait justement de transformation un peu identitaire, c'est pareil en fait, on se reconnaît plus trop au bout d'un moment, on dit mais je pleure devant une vidéo de bébé chat là, c'est quoi ce délire quoi? Enfin, Ouais, mais t'es shooté aux hormones en même temps, quoi. Et, ouais. et du coup, jusqu'au jour où, donc, Victoire, ton utérus euh, fait des beaux ovules. Donc, ok, l'étape 1 est validée. Mais maintenant, du coup, il faut réagir vite. Étape 2, insémination. Donc ton Mmh. mec va au labo, il fonce remplir un flacon de sperme très tôt le matin. Déjà, ça doit être assez particulier. Et ensuite, à mourir de rire, euh, toi, du coup, tu te balades avec le sperme de ton mec dans un thermos parce qu'il faut l'amener chez le gynéco qui va te l'injecter dans l'utérus, quoi. Absolument. Après, c'est pas tout un flacon, rassurez-vous, pour ceux qui enfin, voilà, il y a besoin d'une quantité, mais ça va. Et effectivement, moi, après, je vais le récupérer et je me balade dans la rue avec ça. Ils te disent de le garder bien au chaud. Donc, la dame, très gentiment, me fait mettez-le contre votre cœur. Donc, et c'est assez mignon parce que c'est vrai qu'au début, on se dit ah, ça devient devenir très médicalisé, où reste le romantisme, la part comme ça voilà, d'amour entre guillemets. Ouais, Et malgré tout, bah du coup, quand le compagnon peut ou la compagne, bah voilà, et il est présent et on se tient la main et généralement, il y a quand même un moment partagé qui est très beau aussi, quoi. ouais. Et qui est peut-être même plus intense peut-être que quand voilà on fait l'amour sans trop savoir que c'est le moment ou que c'est là c'est très comme une cérémonie presque. Ah oui, et puis ça fait Donc des mois, voire des années que vous en chiez pour ouais, ça, donc tu as une vraie intention ouais. et En tout cas pour les premières tentatives, il y a ça, il y a ce côté, tu sors, t'es sur un petit nuage, tu te dis ah peut-être que tu commences à rêvasser à un futur à 3 et tout, et puis tu dois attendre 10 jours après ça ouais, pour c'est l'attente des interminable. résultats. Et en parallèle, depuis, du coup, je sais pas combien de temps ça fait à ce moment-là, 1, 2, 3 ans, tout le monde te dit des phrases ultra culpabilisantes. Alors, les gens, faut qu'on arrête avec ces phrases, c'est de la merde, donc stop. Type, mais c'est dans la tête, faut lâcher prise, peut-être partir en vacances ou t'es trop stressé, détends-toi, arrête d'y penser. Genre, Ouais, ça c'est le truc qu'on entend effectivement quand on est infertile, mais 1000 fois par jour, et qui effectivement se veut bienveillant. mais qui est Mais ultra en tout violent en fait.
Bah oui, parce qu'en fait, comme je disais, on passe notre temps à organiser notre vie par rapport à ça et que, c'est impossible en fait, c'est une injonction contradictoire, genre, et donc par rapport à ça, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait aucune étude scientifique qui faisait un lien, entre le stress et la fertilité. Ça, c'est Et fou, ça. mais on en voit passer, certaines, notamment malheureusement, dans les magazines féminins pour la plupart ou choses comme ça qui sont relayées. Je les ai étudiées et c'est vraiment, des panels, dérisoires, et en plus c'est genre, vous sentez stressé comment? Petit smiley, gros smiley, enfin tu vois le niveau de, De rigueur scientifique. oui, c'est ça. Il y a vraiment ce truc où des études comme ça sortent, sont récupérées et circulent parce qu'en fait ça va avec la mouvance, psychologisante, du qu'on a en ce moment de toute manière. Et puis là où effectivement ça devient assez féministe, c'est que déjà on dit pas ça aux hommes généralement, c'est surtout les femmes qui reçoivent ce genre de conseils. Ouais. Donc il y a toujours cette idée que les femmes sont un peu des petites choses qui savent pas contrôler leurs émotions et donc qu'en gros elles devraient arrêter d'être hystériques et se calmer et tout se passerait bien. Ouais. Donc déjà ça c'est très énervant. Et ce côté arrête de stresser, il y a aussi cette injonction, c'était ça que je cherchais, c'est que souvent c'est, tu travailles trop en fait. Donc il y a toujours un peu cette idée aussi de, la working girl qui en gros fait passer sa carrière Ouais, peut-être que tu as avant, pas vraiment envie ou voilà, que c'est ça. alors que Et ça n'a aucun fondement scientifique, quoi. non, mais c'est vrai que, on le sait pas forcément. On a tendance naturellement aussi à se dire forcément quand on est stressé, en fait, le stress a une influence sur la fertilité, mais de manière, collatérale. C'est-à-dire quand tu es stressé, tu vas être plus fatigué, tu vas, avoir des comportements à risque comme on dit, à savoir, OK. picoler, fumer, prendre des drogues et cetera. Ce qui est mauvais pour les gamètes, ça on le sait, on l'a observé. Mais directement, le stress n'est pas un fertilisant. Et donc on culpabilise par rapport à son partenaire, on Ouais. culpabilise par rapport à... Donc c'est une sorte de comme ça, de lasagne de culpabilité. Et ouais, vraiment, le moment clé où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse cette BD, hein, c'est la première chose, déculpabiliser. On a déjà tellement besoin d'énergie pour autre chose. Si on peut s'arrêter Mmh. voilà, de croire en ça déjà. Bah, pour Et ça, je trouve ça, que tu y arrives trop bien, enfin, c'est tout le monde le dit, mais c'est vrai que c'est hyper drôle, c'est hyper léger, alors que justement, c'est une expérience qui peut être assez violente et douloureuse et moi, je suis tombé par hasard et j'ai adoré et je l'ai dévoré la BD alors qu'on n'est pas en train d'essayer d'avoir un bébé ou quoi, donc franchement, chapeau, quoi. ouais, il y a vraiment aussi l'autre truc qu'on commençait un peu à aborder, c'est le côté, on disait déjà ça va séparer dans un couple au bout d'un moment un peu parce que généralement, dans le couple, on va pas trop en parler ou pas oser, moi par exemple, j'en parlais pas beaucoup au début parce que je culpabilisais déjà de l'emmener dans un truc, une aventure aussi pourrie, donc je me disais: «Je vais pas en rajouter sur ce que je vis et machin». Bah, il l'a choisi aussi, Oui, mais mais oui, il y a toujours ce bah, oui, truc-là de oui. culpabilité en fait, voilà, donc ça il y a cette première distance qui se crée à l'intérieur du couple. Après, il y a la distance qui se crée, par rapport à ses proches, c'est-à-dire toutes les copines et les copains qui commencent à faire plein de bébés et voir, des bébés tout joufflus, tout mignons, ça te brise le cœur, quoi, donc c'est compliqué, ou les déclarations de grossesse surprise, ça c'est des choses aussi qu'on se prend comme des baffes, donc on Ouais. a vraiment cette, solitude qui, commence à se créer. Après, il y a ceux à qui on en parle et qui nous sortent, détends-toi, va en vacances, et donc forcément, ça met en colère, donc on n'a plus envie forcément de leur en parler parce qu'on se dit: «OK, ils comprennent rien en fait», donc ce bouquin, effectivement, je l'ai fait aussi pour les personnes qui sont pas infertiles parce que ça permet, Ouais. de comprendre ce que c'est et aussi de voir toutes les implications. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de gens qui, ne sont pas concernés et qui me disent, «Merci, maintenant je comprends mieux, ma sœur, et cetera, mon ami», et ça c'était vraiment aussi le truc de pouvoir recréer le lien parce que comme je disais, c'est déjà tellement dur. Si on se prive, Bah, tu de t'isoles de fou, quoi. l'énergie, Mmh. des autres, de ce qu'ils peuvent t'apporter de bon, ça te donne encore plus de force quoi pour y arriver, dans les moments durs, quoi. Ouais. Donc pour, clarifier une bonne fois pour toutes, heu, ce n'est pas dans la tête des femmes ou des mecs. Genre les blocages Non! inconscients, c'est un mythe.
Il n'y a aucune étude qui établit un lien entre stress psychologique et stérilité. Du coup, si vous voulez Oui, être un bon ami ou un bon soignant, voilà, essayez d'être plutôt dans l'empathie. Et voilà, toi, tu racontes le témoignage d'un ami voilà, qui disait bravo pour ton courage, en fait, parce que c'est un parcours du combattant, quoi, où tu parles aussi des blogs d'entraide de PMET, de femmes qui font des PMA. Enfin, ouais, tout à fait. En fait, quand on est infertile, vraiment, ce dont on a besoin, c'est de réconfort, en fait, et puis de oui, reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est une maladie invisible, ça se voit pas, et donc il y a ce truc-là où on vit tout un peu en solo, et ne serait-ce que dire, bah, je suis là si tu as envie d'en parler, franchement, bon courage, bravo, enfin, ce genre de choses qui, voilà, donnent de l'énergie. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir donner des conseils, ouais. mais là, ça sert à rien, parce que de toute façon, comment vous voulez aider? C'est lié à ce sentiment d'impuissance Oui. général. Puis on n'est souvent pas du tout expert du sujet par rapport à la personne qui est en train de faire 100 000 rendez-vous. C'est ça. La meilleure chose, c'est juste d'écouter, quoi. Hmm. De poser des questions délicatement, hein, pour pas non plus être en mode intrusif. Parce que des fois, il y a des curiosités, donc t'es là, tu fais, bah, je suis pas là pour t'exposer toute la PMA par le menu, tu vois. Ouais. Je suis une personne qui vit des choses aussi. Ouais, ou alors essayer de leur donner un coup de main, je sais pas, en les déchargeant de. Je sais pas, oui, ça peut être des fois juste, bah viens, tu viens de te prendre une sale nouvelle, on va manger ensemble, déjà effectivement. Après, c'est des simples petits messages. Des fois, j'avais des copines qui justement avaient des enfants en bas âge et qui me disaient, bah, je vais venir, mais j'amène pas mon enfant. Ou est-ce que je peux l'emmener? Enfin, qui déjà tâtent le terrain pour Ouais, savoir si bah, t'es dans une période. Après un échec, c'est très dur. On peut vraiment pas émotionnellement ouais. supporter ça vraiment. Et il y a des moments où tout va bien, il y a pas de souci, et on est très heureux de pouvoir partager le bonheur de nos amis aussi, parce qu'on a vraiment l'envie, quoi. Bah ouais. Avant de raconter la fin de ton histoire, du coup, effectivement, tu découvres qu'un couple sur 5 a du mal à avoir des enfants, que bah, les maladies infertiles se multiplient, notamment l'endométriose ou autre, qu'en 40 ans, le taux de spermatozoïdes a chuté de moitié, notamment, a priori, à cause des perturbateurs endocriniens, donc il y a dans les aliments, les lessives, les teintures de fringues, les cosmétiques. Ouais, toi, tu te rends compte que tu mets de la crème avec des perturbateurs endocriniens tous les jours sur ta peau depuis 10 ans, qui probablement contribuent à te rendre infertile, quoi. C'est chaud. Ouais. Oui, oui, et puis ça date sans doute aussi de même ce que déjà des comportements que devait avoir ma mère, en fait, parce que c'est des trucs qui Ah, c'est c'est une héréditaire. su c'est héréditaire en plus. On n'est pas fragilisé de la même manière vu que c'est des perturbateurs endocriniens, donc qui agissent sur les hormones. Oui. C'est-à-dire qu'elles vont faire style, ah, je suis une petite hormone et tout, machin, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une mauvaise molécule qui vient dans ton corps et qui fout le bordel au niveau de la programmation. C'est une sorte de grand orchestre, en fait. Les hormones, ça gère énormément de choses. Déjà, ça gère les humeurs, comme on l'a vu, Ouais. ça gère tout, la pilosité, etc., etc. Et donc, d'avoir une chute comme ça de la fertilité là pour le sperme, c'est énorme. En seulement 40 ans, la moitié des spermatozoïdes en moins, Ouais. de mauvaise qualité. C'est vraiment très alarmant. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, il y a un problème démographique mondial. Là, Oui. à l'heure où on est en train de se dire, bon, par rapport au réchauffement climatique et tout ça, de se dire la surpopulation, ça va être un problème, etc. En fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un phénomène décroissant, en fait. Ouais, risque de déclin démographique. Il y a ça, on le voit déjà dans beaucoup de pays. Au Japon, ça fait très longtemps et c'est connu. En Allemagne, c'est pour ça aussi qu'ils ont une politique favorable d'immigration. C'est parce que il y a aussi ce problème-là démographique. Enfin, en France, on a été plus ou moins entre guillemets au seuil de reproduction de la population, comme on dit, c'est-à-dire bah, il y a suffisamment de naissances pour que la population se Ouais. renouvelle. Et on est passé en dessous il y a 3 ans. Ok, donc Donc c'est 2 enfants par couple. Hein. oui, il y a clairement un lien. En fait, là où moi ça m'a fait un peu exploser le cerveau d'apprendre ça et de lire ça, etc., c'est que je me suis dit en fait on est là à culpabiliser chez nous en mode tabou intime, etc., alors qu'il s'agit d'un scandale sanitaire Qui touche tout le à monde. grande échelle, d'un empoisonnement en fait. Donc Donc à la fois, c'est génial parce que tu te dis, putain, mais c'est
purée, c'est pas c'est moi pas le la problème, quoi. faute. Enfin, pourquoi vous Ouais. me saoulez depuis le début et en fait, c'est un problème de société et à la fois, tu es là, mais pourquoi c'est l'omerta et on n'en parle pas, quoi? Enfin, Parce que ça touche, le sexe déjà et puis parce que, après c'est même quand on en a conscience et qu'on fait: «Bon, bah, c'est les perturbateurs endocriniens», comment on fait pour s'en débarrasser? Il y en a vraiment partout, en fait, et c'est là où j'ai aussi un côté, écologique qui s'est développé, par rapport à ça. C'est que, OK. bah, c'est toujours mieux, par exemple, d'acheter, d'occasion parce que, ça a eu le Mmh. temps, entre guillemets, «d'être lessivé» de toutes ces particules qui sortent d'usine, donc Oui, que ce soit un jean ou voilà, un canapé, exactement, des donc teintures, c'est vraiment une question de société, en fait. oui, c'est un scandale, santé publique, quoi. Ouais et puis c'est vraiment l'avenir, d'un pays, la jeunesse, c'est très intéressant. Ouais. C'est peut-être pas Super ce à quoi tu as flippant, envie de penser pendant que tu es infertile, mais ouais, du coup, il y a bah, au niveau individuel, il y a plein d'applis, Yuka, quel produit ou quel cosmétique, si vous voulez vérifier la composition de vos aliments ou vos cosmétiques, par exemple, qu'il y ait pas de perturbateurs endocriniens. Au niveau collectif, c'est évidemment, tout un autre, morceau. Mais ouais, je me rends compte, encore une fois, comme souvent sur cette chaîne, que ce soit la charge mentale, le féminisme, l'écologie, la lesbophobie, et cetera. À chaque fois, on va reléguer ça à la sphère privée et intime. Non, mais c'est toi qui as un problème, pourquoi tu as besoin de faire ton coming out? Ou non, mais ça, c'est que dans ton couple que tu as un problème de charge mentale. Ou trie tes déchets, ça suffira à sauver la biodiversité. Alors que c'est un problème collectif et en l'occurrence ici, ouais, c'est un vrai scandale sanitaire avec, bah, des perturbateurs endocriniens et donc des industries qui créent une population de moins en moins fertile, quoi. C'est ouais, abusé. c'est bien résumé. Oui, oui, c'est abusé grave. Là, on a observé que, on pouvait avoir le même effet de toxicité, que ce soit, à très, 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 très faible quantité, très faible exposition, Ouais. autant qu'à forte exposition. Donc, en fait, c'est hyper dur à résoudre. On aimerait pouvoir faire bon, alors on les interdit tous et c'est fini, mais ça change entièrement toutes les industries en fait, l'industrie alimentaire, Ouais, ouais. agricole, enfin c'est vraiment et il faut le faire, hein, il faut repenser tout ça. Dernier point avant de revenir à ton histoire et de raconter la fin, effectivement, tu dis la première cause de l'infertilité, en fait, c'est l'âge, des femmes. Parce qu'il y a 40 ans, les femmes devenaient mères pour la première fois à 24 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 31 ans, notamment à cause de l'allongement des études. Sauf que, bah, ta fenêtre entre ton premier job et la perte de fertilité, bah, du coup, elle est vachement réduite, quoi. Du coup, ça joue Ouais, beaucoup. ouais, ouais, tout à fait. Oui, tu as à peu près, selon une étude que j'avais vue, à peu près 6 ans, je crois, pour trouver le bon partenaire, que ça marche et cetera, Ouais, donc l'âge, des femmes serait annoncé comme la 1re cause d'infertilité. Après, vu que les perturbateurs endocriniens sont même pas encore, pris en considération, oui, je me demandais, voilà. ouais. OK. Mais déjà, effectivement, il y a cette problématique, sociétale aussi encore, hein, qui est que, on est dans un monde moderne où les femmes veulent travailler, avoir des carrières équivalentes à celles des hommes, ce qui est Ouais. tout à fait légitime. Surtout quand on décide de faire famille, c'est normal de vouloir pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et, euh, et puis il y a toujours des discriminations à l'embauche, des discriminations aussi Sachant que c'est lorsque tu tombes illégal, hein, pour enceinte. rappel, moi je l'ai appris en lisant ta BD, de demander, pendant un entretien d'embauche si on a des Vous enfants, comptez je pense, ou avoir si on un en veut. enfant, ouais, absolument, c'est absolument illégal, mais ça se fait. Et puis moi j'ai de nombreuses copines qui voilà sont tombées enceintes quand elles sont revenues, elles ont été dégradées, leur poste voilà rétrogradé pardon, Mmh. et certaines même licenciées. Hein. J'en ai 2 notamment. Enfin donc c'est encore actuel quoi. Biologiquement, forcément, tu as le temps de la grossesse, ça c'est, une «inégalité» entre guillemets dans les 2 sens, mais qui fait que, bah, forcément les hommes ont pas besoin de partir aussi longtemps de leur lieu de travail. Mais surtout, bah, biologiquement, les hommes sont fertiles beaucoup plus longtemps que les femmes. Bon ça du coup, on n'y peut rien et voilà. Par contre, Mmh. effectivement, tu dis: une femme sur 3 renonce ou reporte un projet d'enfant à cause du travail. Donc oui, si les entreprises qui prétendent vouloir une vraie égalité dans le monde du travail et si on veut vraiment que permettre aux femmes d'être mères tout en menant leur carrière, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place du coup? Bah, l'une des premières solutions généralement qui est avancée, mais en fait, il faut que ce soit, c'est plurifactoriel, donc tu peux pas avoir juste une bonne solution. Ouais, Déjà l'allongement, du congé paternité pour qu'il soit au même, à la oui même aussi. durée que celui, des femmes et qu'il soit obligatoire. En fait, c'est vraiment une évolution de mentalité aussi.
Ouais. Alors, quand tu pars du boulot à 17h pour aller chercher, ton gosse, quand tu es une femme, c'est normal. Quand tu es un homme, on te dit: «Bah, alors, que fait ta femme, quoi?» Enfin, Oui, sachant qu'il il y y a a plein de il y a réunions importantes qui se passent, en fin de journée au travail et du coup, exactement, toi, tu en es exclu en tant que femme. exactement. Et puis naturellement, ça passe aussi par, l'égalité salariale vraiment. Parce qu'en fait, dans un couple, quand justement, bah, il faut aller, s'occuper des gosses, l'emmener, chez le médecin ou déjà finir plus tôt pour aller le récupérer, bah, dans un couple, naturellement, tu regardes lequel des 2 gagne le plus, Ouais, lequel en gros va sacrifier, son taux horaire ouais, pour, voilà. Donc bien sûr, c'est celui qui va gagner moins d'argent qui va prendre sur lui pour, réduire, la voilure horaire pour pouvoir aller chercher et s'occuper des enfants. Donc ouais et en Islande, donc ça se passe. apparemment, du coup, c'est illégal d'avoir des inégalités de salaire et enfin, Ouais, c'est ça normal, en fait, mais m'étonne. et du coup, les entreprises se prennent des amendes. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, ça passe par beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est Ouais, tu parlais aussi avoir plus de gardes, d'enfants, publics et d'entreprises ou développer le télétravail pour les pères et effectivement, oui, enfin après on a vu que le télétravail, ça c'est limite, on peut pas travailler et garder ses enfants, mais c'est déjà pour, diminuer, bah, ne serait-ce que le temps de trajet et cetera et puis mmh, avoir une flexibilité sur les horaires. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais la première chose effectivement, ça va être sur, le congé paternité. Heu, qui est déjà un scandale en soi parce que le nombre de pères, qui ont envie d'aider, d'être présents, et qui sont obligés de retourner, travailler ouais, et puis pour les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu viens d'accoucher, super, tu es un peu, heu, j'allais dire défoncée, mais c'est un peu ça, tu es quand même, pas très, très bien, ouais physiquement et on te dit: «Bon, bah, maintenant tu gères toutes les nuits, tout machin, alors que tu as besoin d'aide». et donc on revient à ton histoire. Donc tu as fait 5 inséminations, heu, heureusement remboursées. Ça a pas marché du coup, Mmh. malheureusement et à chaque fois, bah, voilà, c'est horrible quand on t'annonce les résultats au téléphone, quoi et ensuite, Ouais, bah, du coup, les autres options, c'est vous pouviez adopter, mais c'est 5 à 8 ans d'attente. Vous pouviez demander un don d'ovocytes, dans ton cas, mais voilà, c'est 2 à 5 ans d'attente parce que, bah, il y a pas assez de donneuses en France. On en a parlé d'ailleurs avec Clémentine du podcast Bliss, dans l'épisode, sur les tabous de la maternité qui est très puissant aussi et qui forcément résonne beaucoup avec, celui d'aujourd'hui et ouais, moi je trouve que c'est un acte d'une générosité, incroyable de se faire prélever quelques ovocytes, voilà, éthiquement, faut être sûr qu'on est à l'aise avec le fait que, bah, peut-être on a un enfant quelque part dans le monde qu'on connaît pas. Mais bref, donc il y a d'autres options, mais en fait, dans la pratique, c'est quand même très long, en termes de délai et donc vous décidez de faire une FIV, c'est ça? oui, ouais, oui, tout à fait, hein. Oui, c'est vrai que quand tu as pas de problème de «gamètes» entre guillemets, parce que moi j'ai un problème d'ovulation mais pas de gamètes, bah, tu fais partie des bien lotis quand même parce que tu peux rester, en France, pour faire ta PMA, Ouais, remboursée. Alors, déjà c'est compliqué, mais c'est encore plus compliqué quand, bah, on a un problème, soit de sperme, soit d'ovules. Parce qu'il y a tellement une pénurie en France de donneurs, et de donneuses mmh, que, il faut aller à l'étranger. Donc, là ça commence à coûter très, très cher aussi et on est encore un peu plus isolé, pendant son parcours. Il faut ouais, savoir que, pour donner, ses ovules, bah, faut faire le même parcours que pour une FIV, à savoir, bah, les piqûres dans le ventre pendant 10 jours avec toutes les échographies ah les et piqûres après, aussi? OK. oui, il y a une stimulation hormonale bien sûr, parce qu'en gros, au lieu de «pondre» entre guillemets un ovule, on va essayer d'en pondre le maximum. Donc, tu es surstimulé, tu as hyper mal au bide à la fin de la stimulation et là OK. tu te fais donc opérer, on va venir, aspirer comme ça, tous les ovules, et après les vitrifier quoi, les congeler. En plus, tu remplis plein de papiers, tu en as au moins pour 2 mois quand même, à faire ça, c'est quand même un investissement. OK. Maintenant la loi a changé, dernièrement heureusement sur, l'autoconservation ovocytaire, le fait de pouvoir, congeler ses propres ovocytes quand on est jeune Ouais, pour, quand on veut un enfant plus tard, avoir plus de taux de réussite parce qu'avoir des ovules jeunes, ça marche mieux. Avant, c'était illégal en France. Là, ça vient juste de passer fin juin, le fait qu'ils puissent autoriser aux femmes, seules et sans raison médicale de pouvoir congeler leurs ovocytes. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça vient d'être voté du coup, à l'Assemblée. L'ouverture, de la PMA, pour toutes, à savoir, donc les couples de femmes, mais aussi les femmes seules. Et ça, on n'en parle mmh, pas souvent, mais justement, il y a beaucoup de femmes qui, veulent faire enfin font des PMA pour, avoir des bébés seuls et c'est pas parce qu'elles aiment pas les hommes et qu'elles veulent,
absolument, voilà, une famille Oui. monoparentale. Mais généralement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles approchent la quarantaine et elles se disent, bon bah, si je veux un enfant, c'est maintenant, sinon ce sera jamais. Ouais. Et bah, tant pis, je fais ça toute seule et c'est dur en plus. Moi, je les salue, je les félicite pour leur courage. Et elles se disent, bah, je trouverai mon compagnon, ma compagne peut-être après. Donc vous décidez de faire une FIV et là on te shoot avec la dose x4 plus t'as une anesthésie de ponction vraiment pas cool et tu tombes enceinte. Oui, Félicitations. bah, merci. Oui, oui, oui. Bah, c'était improbable. C'était vraiment, je m'y T'y crois attendais plus plus quoi. en fait. Non. Ah non, au bout de 7 ans, j'y croyais plus. Enfin, en même temps, tu le fais, donc tu y crois quand même. Enfin, c'est paradoxal, Ouais, mais mais au début, oui. on s'imagine que tu sautes au plafond et tout, sauf que non, comme c'est la 15 fois que t'as des illusions hyper violentes, t'es dans le déni et tu te méfies et t'es là. C'est trop Ouais, drôle. c'est ça, ouais. Tu dis même, tu dis pas je suis enceinte, tu dis, je sais plus, mon taux de. Mon taux d'hormones progresse, enfin parce que il faut que ça progresse. Bon, la grossesse semble bien se développer. Enfin, il y a plein de phrases. L'embryon va bien. Enfin, mais tu dis, enfin moi je disais pas, je suis enceinte. C'était trop dur. Mentalement, je me préservais, je pense. Je me Ouais. disais bon, on va rester très très médical, comme ça, je m'enflamme pas trop. Et comme ça, si voilà, pour une Oui, parce raison qu'il y ou a une toutes les autre, fois ça. d'avant où tu t'es enflammé, tu t'es projeté, t'as réfléchi à un prénom ou je sais pas quoi, et à chaque fois, Mm. ça finit mal, quoi. Et justement, toi, Oui, ça s'est bien fini, du coup, mais on en a parlé, effectivement, il y en a plein qui abandonnent parce que c'est trop dur et faut avoir les sous, le temps, l'énergie, le mental, le soutien, mais aussi les services publics de qualité, pas trop loin et remboursés. Est-ce qu'on a une idée d'une stat de est-ce qu'il y en a plus qui arrivent à avoir des enfants ou qui abandonnent ou qui arrivent jamais? je me souviens plus exactement, mais je crois qu'on était autour de presque 15 à 20% de personnes qui rentrent en PMA et qui ressortiront sans enfant. Donc Donc la ça fait quand majorité même. y arrive. La plupart vont y arriver, Mais heureusement. oui, à quel prix aussi, quoi? C'est ça. Mais oui, il y en a forcément qui, pour des raisons, voilà, parce qu'ils en peuvent plus psychologiquement, ou parce qu'ils ont plus de thunes pour aller à Mmh. l'étranger, pour voilà, ou parce qu'il y a l'âge aussi. Au bout d'un moment, Bah oui, si ça met 7 ans à chaque fois, c'est ça. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut arrêter. Et d'ailleurs, c'était une des questions que je pose aussi dans la BD, parce que j'ai une amie ma pote d'infertilité, qui voilà, elle en était à 8 FIV à l'étranger avec don d'ovocytes et tout ça, et tout foiré, foiré, foiré. On venait de lui trouver d'autres pathologies, et elle disait, elle avait plus une thune, elle avait emprunté à sa famille, enfin, et, et elle se dit, mais quand est-ce qu'on décide de faire le deuil? Comment ouais. on fait le deuil? C'est une autre question bien vertigineuse. Et, et moi, ça m'effrayait. Moi, c'était vraiment la chose qui m'effrayait le plus, d'en arriver là, de me dire, peut-être que ce moment-là arrivera et qu'est-ce qui se passera, quoi, pour Oui, puis en moi, plus, t'as pour mon pas un couple, oui, non, c'est fini et voilà, c'est en fait, tu décides toi-même d'arrêter la PMA, mais tu peux vivre toute ta vie avec le regret de: «Et si j'avais fait, une FIV ou une insémination de plus, est-ce que ça aurait été différent?» exactement, exactement. C'est là où on te sort la fameuse après histoire du blocage inconscient. On te fait non, mais du coup ils ont tout arrêté et elle est tombée enceinte direct. Ça c'est un truc qu'on entend Oui, énormément aussi. mais c'est Donc une c'est légende parti. urbaine. C'est encore une légende urbaine sur le blocage inconscient. C'est, Donc tu l'écris, bien sûr que ça existe, mais c'est apparemment que 3 des cas et en fait, tu entends pas parler des 97 qui ont arrêté et qui ont juste jamais eu c'est ça. d'enfant, Le blocage inconscient n'existe pas. En tout cas, il y a aucune preuve de ça, donc ça reste de l'ordre de la croyance. Et ça existe effectivement que des personnes arrêtent la PMA et tombent enceintes. Parce qu'en fait, on n'est pas stérile, on est Ouais, infertile. ouais, Donc, il y a très très peu de chances de proba, mais elles sont pas nulles. Donc, ouais. bah,
Justement, un Mais moyen d'augmenter ses chances d'avoir des enfants, peut-être par rapport à ta copine d'infertilité, tu dis que statistiquement, il y a un premier palier de perte de fertilité à 35 ans, puis à 38, d'où justement l'utilité de congeler ses ovules, au cas où, c'est pas forcément ton plan A, mais idéalement justement, si tu peux, avant 35 ans. Moi, je connaissais pas, ça veut dire quoi concrètement, congeler ses ovules? Ça fait très, science-fiction. Ça veut dire effectivement, bah, le même, protocole que pour une FIV. Donc, on OK. va, on va déjà vérifier, bah, si on a une bonne réserve ovarienne, et cetera. Et puis après, bah, stimulation avec des hormones, donc piqûre, dans le ventre pendant 10 jours, suite à de quoi, on passe en chirurgie pour, voilà, être anesthésié, alors soit localement, soit, anesthésie générale. Je recommande fortement la générale. Il y a beaucoup Mmh. d'anesthésie locale qui ne fonctionnent pas et c'est très, 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 très douloureux. Donc, voilà. Parfois, c'est pour des économies et donc, n'acceptez pas. Ouais. Oui, concrètement, du coup, on congèle tes ovocytes tant que tu as, je sais pas, 30, 33, 36, peu importe, pour augmenter tes chances d'être mère plus tard ou bah, forcément plus tu vieillis chaque année, et Exactement. et tout Au le monde peut moment f où ouais? Pardon. Au moment où après on aura un désir d'enfant, bah, et que ça marche pas forcément naturellement, bah, on pourra, aller chercher, et décongeler, faut savoir, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est assez surprenant d'ailleurs, il y a un meilleur taux de réussite, avec, des ovules, dévitrifiés qu'une FIV, fraîche comme on dit, enfin. OK, Et ça ouais, m'avait surprise parce que naturellement, comme quand on mange du surgelé, on se dit bah ça doit être moins bon ou ouais, s'être abîmé via cette étape. Et en fait, ça s'explique parce que du coup, quand on va transférer un embryon via un ovule congelé, la stimulation faite sur la femme va être plus douce parce qu'on va juste faire en sorte que l'endomètre, donc c'est les parois de l'utérus, soient suffisamment bien gonflées pour que l'embryon puisse se OK. loger et rester, plutôt que une surstimulation comme on fait pour une FIV pour que avoir plein 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 d'ovules produits. Donc Heu, c'est un peu technique, mais de toute façon ça oui, reste technique. Et bah, pour c'est de la celles qui sont science, hein. dedans et qui m'écoutent, voilà, qui sont déjà, c'est bon à savoir de ne pas être effrayé en tout cas par le fait de se dire ah je vais les congeler et en fait ils vont être de moins bonne qualité quand ils vont être décongelés. Ah moi je croyais que justement ça marchait mieux parce que, tu les as fait plus tôt et du coup et tes ovules d'il y a 5 ans, ils sont forcément meilleurs qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, ça c'est sûr, c'est la base. On l'a abordé par moment, mais je voudrais dire un mot sur les violences médicales. J'en avais parlé sur, l'épisode sur la grossophobie notamment qui est assez, révoltant, et toi tu racontes plein d'exemples dans la BD de, bah, un gynéco qui t'enfonce une sonde, brutalement dans l'utérus, sans lubrifiant, une soignante qui te demande, au calme en consultation si tu as été violée dans ta jeunesse parce que, justement, bah, ça justifierait potentiellement un blocage psychologique, et même toi, il y a un spécialiste de la PMA qui t'a dit, bah, vous avez 37 ans quand même, vous vous êtes demandé si vous êtes vraiment faite pour être mère? Oui, tous les cas que tu décris là, c'est effectivement c'est des copines qui m'ont rapporté ça. Moi, j'ai eu ma dose aussi, mais j'en ai pas forcément témoigné là. Mais oui, les violences gynécologiques sont assez répandues. En fait, la base de ce qu'on voit des violences gynéco, c'est surtout un manque de consentement en fait, la plupart du temps. Ouais. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de dire bah, je vais vous faire ça, est-ce que vous êtes ok avec ça, on va faire ça. Enfin, en gros, on est tout le temps infantilisé et réduit un peu à l'état de pathologie à résoudre. Donc, Ou d'un on est, corps sans ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, en plus, vu qu'on parle de voilà d'une zone bah, très intime, sexualisée, etc. Il y a cette distance qui semble normale, comme si on te traitait un genou ou ton coude, mais non, c'est mon sexe dont il Mmh. s'agit. Donc, et pourtant, le protocole est à peu près le même et la manière d'aborder la chose est à peu près la même. Mais ça, c'est là où ça devient encore un sujet féministe, c'est à savoir la médecine des femmes, comment elle est enseignée, comment elle est pratiquée. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a d'énormes soucis.
qu'il faut résoudre. Il s'agit pas juste d'accidents, de personnes malveillantes. C'est qu'elles sont souvent formées comme ça dans les écoles de Oui, médecine c'est aussi. culturel. Exactement, c'est systémique. Donc, Mm. parce que demander le consentement à quelqu'un, ça prend pas beaucoup plus de temps et ça change tout. Ouais, bah, ça résonne beaucoup aussi avec un des premiers épisodes que j'avais fait sur une médecine plus humaine, justement, avec Baptiste Beaulieu. Forcément, on parle beaucoup d'empathie, de consentement et tout ça. Et je pense que ton témoignage, justement, bah, c'est un peu comme Bliss qu'elle me disait sur ses podcasts sur la maternité, que ça aide énormément de soignants, en fait. Parce que maintenant, ils comprennent beaucoup mieux bah, ce que vit la personne, enfin leur patient, en fait. Et du coup, ils peuvent bah, se rendre compte non seulement de la violence dont ils peuvent être les auteurs, souvent involontairement, et avoir beaucoup plus de tact, effectivement, pour accompagner ces périodes où, en plus, tu es vulnérable et prendre soin, quoi, parce que c'est leur métier, quoi. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, Marie? Waouh, je m'attendais pas. Vaste question. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Justement, c'est vrai que moi maintenant, je suis beaucoup plus. Mon copain peut en témoigner parce que il me dit tu es encore en train de lire des trucs féministes, mais il y a vraiment eu ce déclic. Et donc, ce qui fait sens pour moi, c'est le rapport, relire la société via ce prisme, ces découvertes, cette déconstruction de ce qui m'entoure via cette optique féministe. Je me dis Ouais. et ça fait sens pour moi clairement. Et aussi, la partie écologie, voir comment on peut agir à l'échelle individuelle, collective, politique. En gros, comment faire pour, maintenant que j'ai la chance d'être mère, être plus ou moins exemplaire, parce que pour moi, élever un enfant, c'est avant tout déjà être en cohérence soi-même avec ce qu'on essaye de lui inculquer comme valeur, et Ouais. c'est l'œuvre de toute une vie, donc c'est le chemin qui est intéressant, voilà. Oui. Il est encore long. Bah, merci Marie, c'était très inspirant. Si toi aussi qui nous écoutes, ça t'a plu, je te conseille fortement l'épisode avec Clémentine de Bliss sur les tabous de la maternité qui se recoupent énormément, voilà, sur le don d'ovocytes, la parentalité et plein de choses. Le lien est assez évident. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains badass comme Marie, abonne-toi et partage cet épisode avec un ami. Ça m'aide beaucoup et tu gagneras peut-être la BD de Marie. Ciao tout le monde!